Salut à tous, je suis Audrey, j'ai 30 ans et je vis depuis peu en Bretagne. J'ai eu la chance de voyager dans le monde pendant 3 ans tout en travaillant à distance en tant que freelance. Cette liberté et quête d'aventure m'a fait découvrir une activité incroyable et qui a sans doute bouleversé ma vie, la plongée. Je suis une grande amoureuse de la rencontre et de l'échange avec les autres. Ma curiosité et une nouvelle passion pour la plongée m'a donc poussée à créer ce podcast La tête en mer. À travers ces interviews de plongeurs professionnels ou expérimentés, je souhaite partager avec vous la magie de ce qu'il se passe et ce que l'on vit sous l'eau. J'aimerais également mettre en lumière les plongeurs, ces personnes au profil atypique, dont les expériences et histoires nous font voyager vers un monde sous-marin que l'on connaît encore trop peu, mais que nous devons pourtant rapidement protéger. Bonne écoute et n'hésitez pas à liker le podcast, de partager un max et à suivre l'aventure sur la page Instagram La Tête en Mer. Merci à vous! Salut Pierre, Salut, tu, tu m'entends bien? je t'entends parfaitement. Nickel. Bon, je suis un peu triste qu'on n'ait pas pu se retrouver à cause de ce troisième confinement, mais merci du temps que tu nous accordes pour faire cet échange en visio. Je crois que tu es sur Belle-Île-en-Mer, c'est ta deuxième maison, voire ta première maison. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ma deuxième maison qui est devenue ma première maison avec le temps. Ouais. Ce petit havre de paix, incroyable. Génial. Bah, tu vas nous raconter ça, mais je crois que Belle-Île a été peut-être un endroit important pour toi dans ton parcours lié à la mer. Donc toi, Pierre, tu es un plongeur un peu particulier. Tu fais pas de plongée bouteille, mais tu fais de la chasse sous-marine. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu en es arrivé à pratiquer cette activité? Ouais, bah en fait, tout simplement, il y a maintenant plus de 10 ans, vers l'âge de 12-13 ans, j'allais à la pêche avec mon père un peu tous les jours, donc à Belle-Île, départ du port de Goulfard à 7 heures du matin. Et un jour, je le vois partir plonger, partir chercher des araignées, donc des araignées de mer. Et je le vois faire ça pendant 1 an, 2 ans, et ça m'intrigue ce qu'il y a sous l'eau, cette richesse qu'il y a quand je le vois partir 10 minutes et remonter des araignées de partout, des poissons magnifiques, qu'on se faisait le plaisir de manger bien sûr après. Et après 1 an, pour les avoir taquinés, de m'acheter ma première combinaison de plongée, je me retrouve à faire mes premiers débuts dans l'eau en partant de la plage, à la plage des Poulains. Donc là, tu avais quel âge? Euh, et là, j'avais 14 ans, 14 ans et D'accord. demi. 14 ans et demi, et à la fois effrayé, émerveillé, parce qu'au final, on se retrouve vraiment dans un univers au tout début qui est grandiose, mais qui est aussi qui est pas le nôtre en fait. Et on évolue dans un milieu qui peut être dangereux, qui peut pas, enfin, qu'il faut apprivoiser. Et quand on commence à l'apprivoiser, c'est juste fabuleux. Et ce que je trouve fabuleux dans la chasse sous-marine, c'est cette sensation de liberté. On n'a pas d'attache, en fait. On est vraiment libre de tout ce qu'on fait. Et c'est nous et nous-mêmes, c'est notre respiration, c'est notre gestion du corps, notre gestion de l'émotion, du stress, de l'envie, de la connaissance des milieux pour reconnaître là où vont être les poissons, là où vont être les espèces qu'on va rechercher, les sensations qu'on veut se donner aussi. Et comment tu Voilà. connais les spots, les endroits où tu peux aller chasser? Bah ça se fait un petit peu avec le temps en fait. Il y a, au bout d'un moment, on retrouve un certain type d'algues, par exemple. On sait qu'il va y avoir tel type de poisson. À certaines hauteurs de marée, on sait qu'on va retrouver, par exemple, les sards, les dorades sous des débris de gravats. Belle-Île, il y a des côtes qui font presque 40 mètres de hauteur. Et avec l'érosion de la mer, forcément, ça s'effondre et ça s'effrite avec le temps. Et en fait, c'est un mal pour un bien parce que ça crée aussi un habitat et un écosystème pour tout ce qui se passe sous la mer. Et qu'on peut justement aller fouiller et se faufiler vraiment dans tous les rochers, dans toutes les petites cavernes en apnée et en chasse sous-marine. Ok. Et est-ce que tous les poissons sont Tous les comestibles? poissons comestibles, oui. Après, je dirais qu'ils ne sont pas tous bons à tuer. Pas excellent, ouais. C'est pas excellent, ouais. Et je mets un point d'honneur là-dessus parce que en 10 ans de plongée, j'ai vu énormément de plongeurs partir à la chasse tout court, sans respect du milieu. Et il y a une espèce qu'on retrouve beaucoup à Belle-Île, qui est le poisson commun, qui s'appelle la vieille.
Et c'est vrai que n'importe qui peut, avec une simple arbalète, sortir 100 poissons de l'eau en l'espace de 2 heures. Et c'est pas un trophée, on détruit clairement un écosystème quand on agit de la sorte. Et il faut donc prendre le poisson qu'on aime, après chacun ses goûts, mais le faire tout en respectant ce qui se passe sous la mer, quoi. Bien On est sûr, un ouais. peu invité à chaque fois qu'on y va. Et d'ailleurs, il y a eu un naufrage dans les années 2000, l'Erika, Mm. qui a fait une énorme marée noire. Belle-Île a été énormément touchée et on trouve encore des stigmates de mazout au fond de l'eau, dans 4 mètres d'eau devant des plages. On trouve encore du mazout presque 20 ans 20 ans après. après, incroyable. Ouais. Et il y a des choses qui font mal au cœur. Et tu sais, on entend souvent parler des quotas dans la pêche. Est-ce que du coup, en chasse Ouais. sous-marine, t'as des quotas similaires? Ouais, tout à fait. Il y a des quotas, typiquement pour les araignées de mer, par exemple, il y a un quota de 6 araignées par plongeur sur une D'accord. embarcation ou même si on part de la côte. Et il y a les affaires maritimes qui sont là pour veiller au respect de ces quotas. Euh, et à Belle-Île ou à Tétic, justement, ils ont mis un bateau, un Zodiac qui ne fait que ça tout l'été. Ok, Et tant j'allais mieux. te demander ouais, qui sont ces gens et comment ils surveillent en fait. Est-ce qu'ils ils t'attendent sur la plage et ils te récupèrent et ils vont compter dans ton seau ou dans ton Ouais, filet les poissons que t'as pris? c'est presque ça. Nous, on s'est fait arrêter, allez, je vais dire 2 fois. Une fois en plongée, en étant aux araignées, où en fait, ils nous voient de très loin avec des jumelles. Et ils ont des bateaux tellement puissants que, en fait, quand on les voit, ils sont déjà là. Et D'accord. ils venaient juste vérifier le nombre de quotas. Ils vérifiaient aussi l'équipement du bateau, l'équipement de sécurité. Donc pour nous, tout était bon. Et une deuxième fois, en relevant des casiers pour les homards. Ok, Voilà. ok, ok. Bon, ce qui Mais semble plutôt légitime et bien à la limite qu'ils le fassent, comme ah tu oui, c'est disais. bienveillant. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et c'est important, j'imagine. Et toi, tu parlais d'un bateau. Du coup, je comprends que quand tu vas chasser, tu pars en bateau et ensuite tu plonges du bateau. Ou Ouais. est-ce que tu as aussi des moments où tu pars directement? On voit souvent, tu sais, sur la plage, des gens partir tout équipés avec le harpon. Mm. Du coup, c'est des chasses qui sont différentes ou... Bah, c'est des chasses qui sont oui et non en fait. Moi, on va dire que ça dépend de ma forme parce que quand on part en bateau, c'est tout de suite plus engageant. On s'écarte Mm. des plages et il y a un danger qu'on a, je pense, moins en plongée bouteille, c'est que quand on est en chasse sous-marine, on est bon, certes sous l'eau, mais aussi beaucoup à la surface, en train de palmer. On peut vite faire 10 km de nage sur 2 ou 3 heures de chasse. Et il y a le danger des bateaux, en fait. Et les gens qui ne respectent pas forcément parfois la barre des 300 mètres, qui vont très vite. Et quand on part en bateau, il y a toujours un stress supplémentaire de se dire on est plus près des plages et du coup, les gens vont être moins vigilants à nous. D'accord. Et ça fait peur. Parfois, ça fait peur. Et quand tu plonges comme ça, du coup, tu as quelque chose qui te permet justement d'être repérable à la surface. Ou alors, Ouais. vu que tu es en apnée. Oui, quand même. Ok. Ouais, non, c'est obligatoire. Quand on est en bateau, on met un pavillon de couleur bleu et blanc sur le bateau qui permet de se faire repérer et qui indique aux autres D'accord. bateaux qu'il y a des plongeurs. Et sinon, quand on part de la plage, effectivement, il y a une bouée de signalisation. Ok. Ok, ok. C'est marrant, et t'amenais une notion qui était différente entre la plongée bouteille et la chasse, qui serait du coup peut-être l'effort physique. C'est vrai qu'il y a toujours un Mm. peu un débat, est-ce que la plongée est un sport ou une activité? Du coup, toi, la Ouais. chasse sous-marine, tu vois ça comment? Est-ce que tu vois ça comme un sport ou comme une activité? D'abord, je vois ça comme une passion. Ouais, C'est clairement un sport aussi. Et c'est parce qu'il faut pas se leurrer. L'apnée, déjà, c'est très compliqué de pouvoir garder sa respiration pendant longtemps et c'est un sport qui amène d'autres activités qui vont être la gestion du stress, où on voit beaucoup de grands plongeurs apnéistes qui font de la méditation, qui font des choses pour essayer de se réguler, de se détendre et de faire que son corps il prenne le moins de ressources possible avec le maximum d'efforts à contrario. Et c'est cette gestion-là qui est ultra sympa en fait. ok. Et tu parles du coup beaucoup d'apnée. Ouais. Il y a peut-être trois aspects un peu de la plongée bouteille, l'apnée et la chasse sous-marine. Et Mm. est-ce que du coup tu t'entraînes aussi à être un bon apnéiste pour être un bon chasseur? Ou comment tu vois ces deux activités-là?
C'est deux choses qui sont totalement liées. Typiquement, il y a une technique de chasse sous-marine qui s'appelle l'agachon. Et en fait, l'agachon, c'est descendre, donc faire un canard, descendre à 10 mètres de fond et être statique et attendre un poisson qui passe, attendre de sa proie, entre guillemets, en tout cas ce qu'on recherche. Et on peut facilement rester 1 minute ou 2 minutes sous l'eau. Et sans l'apnée, c'est quelque chose qui est pas réalisable. Et il faut autant s'entraîner à avoir un bon cardio et à bien retenir sa respiration qu'à la chasse en elle-même. Ok, C'est l'alliance des deux qui fait qu'on va être que tu es un un bon bon chasseur chasseur. sous-marin. Est-ce Ouais, que c'est tu es ça. en chasse sous-marine de manière générale? Est-ce que tu es obligé d'aller si profond et du coup d'avoir ces compétences importantes en apnée? Ou est-ce que quelqu'un qui se dit waouh, moi je serais pas du tout bonne apnéiste, par contre ça me tente en fait de faire de la chasse sous-marine, est-ce que c'est possible pour ces personnes-là aussi? Ou pour toi, non, il faut vraiment aller profond, rester longtemps sous l'eau pour pouvoir chasser quelque chose? Non, pour moi, les deux sont possibles. Typiquement, j'ai plongé à Chypre, en Méditerranée. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des fonds qui tombent tout de suite. Il y a des tombants et on peut vite avoir 20 mètres de profondeur. Et là, c'est vrai qu'on va peut-être prendre moins de plaisir ou voir moins de choses, alors que finalement, il y a énormément de poissons. Si on ne va pas finalement si profond, mais au final, on peut toujours prendre du plaisir près des plages et toujours dans ces petits éboulements de roches. Et quand on est dans mon cas, comme en tout cas Bretagne Sud, ou coin que je connais bien, honnêtement, la plupart des poissons que j'ai pu prendre ou les plus beaux moments que j'ai pu vivre de rencontres, sans forcément qu'on est en chasse, mais on est aussi en balade finalement, on découvre constamment, c'est dans moins de 5 mètres d'eau, donc c'est complètement accessible à tout le monde et ouais, c'est du kiff. OK, trop cool. Et toi, pourquoi tu chasses? Est-ce que c'est pour, aller vraiment chercher ta nourriture? Tu vois, j'avais des potes qui étaient au Costa Rica et qui tous les jours, en fait, tous les matins, c'était un rituel, allaient, chercher, leur poisson pour, le soir et c'était vraiment dans le but, de se nourrir, quoi. Donc enfin, Ouais. quand il m'avait raconté ça, j'avais trouvé ça fou et tu sais, c'est un peu un retour en arrière et tu te dis: «Bah oui, à Mm. l'époque, ils faisaient ça aussi et nous, maintenant, on va simplement sur le marché». Donc est-ce que c'est Ouais. dans un souci justement de t'alimenter ou pas vraiment, c'est plutôt pour une activité et après par contre comme tu Bah, disais, tu vas toujours manger le poisson que tu chasses? au début, quand j'ai commencé, je pense que c'était surtout pour m'alimenter, pour avoir des beaux poissons, réussir à ramener un bar à la maison, et c'est ce qui me rendait heureux. Et depuis 5 ou 6 ans, je pense que c'est surtout l'envie d'être dans l'eau, parce qu'en fait, ça apporte tellement juste de partir, on se retrouve tout seul. Sous l'eau, il y a pas de bruit. C'est le lâcher-prise complet, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais plus rechercher ces sensations-là et ce bien-être qu'apporte la plongée, finalement, que forcément avoir le poisson. C'est toujours un plus quand il y a un beau poisson, mais c'est déjà super de pouvoir en voir, en fait. OK. Juste en voir. Donc si tu rentres d'une plongée bredouille, tu es pas dégoûté? Non, je suis pas dégoûté, non. Je suis pas OK. dégoûté. OK, tes potes sont pas dégoûtés parce qu'ils attendaient du coup le bar, pour le repas du soir. Ça, après, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais Allez-y vous. c'est ça. Est-ce Non, mais que il faut savoir, parce qu'en fait, si, il y a aussi cet aspect-là, c'est que si on veut trop un poisson, ou si on veut trop ramener quelque chose, on va prendre des risques. Et, OK. euh, et la syncope en chasse sous-marine, c'est le fait de s'hyperventiler avant de commencer une apnée pour agrandir l'espace d'air qu'on va prendre dans ses poumons. Mais au final, on va avoir beaucoup plus de CO2 que d'oxygène. Et on va être à 10 mètres de fond, et il va y avoir ce geste instinctif de vouloir prendre cette respiration. Et c'est ce qui fait des morts, malheureusement tous les ans. Et c'est un sport où vraiment il faut savoir rester humble et bien connaître ses limites pour ne jamais les dépasser. Pour le respect de soi, le respect de sa santé, des autres et celui de la mer, évidemment. Ouais, super, super conseil. C'est vrai qu'il y a d'appréhension aussi, je pense, par rapport à ça. Donc, je pense que la maîtrise est importante quand tu fais ce genre d'activité. Et, et est-ce que pour revenir sur le côté par rapport aux animaux, est-ce que toi, ça a changé ton regard sur notre consommation des animaux, d'aller toi-même chercher ton poisson ou ton crustacé?
Bah, un petit peu parce que depuis 10 ans, même à Belle-Île, on voit qu'il y a une diminution des espèces, que ça soit à la pêche que je pratique ou la chasse sous-marine. Typiquement, le homard, on en voit moins. On voit aussi le réchauffement climatique qui joue typiquement sur les araignées, où avant on pouvait retrouver des petits îlots avec 400 araignées sur 5 ou 6 mètres carrés. Et aujourd'hui, ça apparaît en mai-juin, ou soit on ne les trouve plus. Donc il y a clairement une raréfication des populations ça amène à se poser des questions. Et Mm. j'ai depuis longtemps arrêté d'acheter du poisson ou des crustacés en grande surface parce que C'est vrai. quand on voit les méthodes de pêche, ouais, c'est la pêche au chalut, typiquement, c'est terrible. On abîme les fonds et il y a pas de sélection. On ramasse tout. Il n'y a pas de tri. Que Et ça fasse pour, la maille. Ouais, ouais. et pour des gens comme moi qui adorent manger du poisson, mais bon, j'ai aussi cette sensibilité à la mer, forcément à tout ce qui se passe dans les fonds marins. Ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais en fait est-ce qu'il faut qu'on fasse gaffe aux techniques de pêche, acheter un pêcheur en direct plutôt qu'au poissonnier? Bah, je dirais de faire penser effectivement à deux choses, c'est la technique de pêche utilisée. Mhm. C'est-à-dire que la pêche à la ligne va toujours être plus qualitative que la pêche au chalut qui détruit tout, donc pour éviter de soutenir cette pêche-là, mais aussi et surtout les périodes de reproduction des poissons. Typiquement, le bar de janvier à avril, il est en période de reproduction. Normalement, on ne devrait pas en retrouver sur les étals de poissons. Et dans plein de grandes enseignes de grandes surfaces, on en retrouve. Et c'est du poisson qui est de mauvaise qualité parce que bah, ce n'est pas le meilleur moment où il est le mieux. Et c'est surtout qu'il est pêché. C'est les regroupements des poissons. Ils peuvent être des millions, des centaines de millions. Et on détruit juste une population au moment où elle est censée faire un renouveau. Mm. Donc, c'est surtout faire attention à ces dates-là et comme les fruits, de les manger au bon moment et les Exactement. Ouais, acheter c'est ça en de la fait. bonne façon. C'est ça, ouais. Comme on achète les fruits et les légumes de saison, du coup acheter les poissons de saison. Ouais, tout à C'est fait. vrai que c'est Ouais. moins un automatisme, mais c'est peut-être quelque chose de plus qui nous paraît moins évident. On a peut-être une meilleure connaissance justement quand il s'agit des fruits et légumes. Mm. Mais je pense que c'est peut-être aussi à chacun de se renseigner à l'avance. Et du coup, comme tu Ouais. dis, ça vaut le coup, j'imagine, parce que du coup, tu obtiens un meilleur poisson si c'est un poisson qui est en de saison, entre guillemets, quoi. Ouais, en plus, ouais. Mm, c'est clair. Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu tues un poisson? Euh, je suis content. Je suis content. C'est non pas le fait de tuer, ça ne me dérange pas. Je sais Ok. que ça peut en déranger certains, mais à partir du moment où je tue pour le manger, Mm, je vois pas de problème. Et je suis content, mais c'est toujours dans le respect. À partir du moment où si je l'ai pas tué d'un coup avec ma flèche, typiquement, mon arbalète, j'ai toujours un couteau pour l'achever, pour éviter de le faire souffrir, pour éviter mais c'est toujours un plaisir d'attraper un poisson et encore plus de le manger par la suite. Et de le ouais, partager aussi. Ouais, trop cool. Ouais, pour toi, ouais. en fait, c'est une pêche raisonnée, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Mm, Bah, c'est ultra sélectif. On ne peut pas faire plus sélectif qu'aller cueillir par ses propres mains exactement. et son regard. On a la capacité de voir tout de suite si un poisson, s'il est trop gros, on va pas y toucher parce que c'est un poisson reproducteur, et s'il est trop petit, on va le laisser faire un petit peu sa vie parce qu'il n'est pas encore temps pour lui de quitter les eaux. Exactement, ouais. Ouais, voilà, tu arrives à faire une meilleure sélection. Mm. Et Ouais. pour des gens qui souhaiteraient débuter à faire de la chasse sous-marine, est-ce que, moi j'avais en tête l'arpon, mais depuis tout à l'heure tu parles de l'arbalète. Il y a différents outils de chasse du coup. Ouais, non, non, c'est la même chose. Je pense que c'est juste D'accord, un vocabulaire différent. ok. Mais c'est vrai qu'à Belle-Île, ouais, ils disent l'arbalète, mais c'est le harpon. Ouais. Ok, Après, ok. il y a deux types de flèches. Il y a les flèches qui vont être toutes pointues. Il y a ce qu'ils appellent les tridents. C'est trois flèches qui Ouais, sont vraiment un trident. Et pour tout ce qui est pêche de poissons plats, les sols, les dorades, les balistes, les sars, c'est quand même vachement plus simple d'utiliser un trident qu'une flèche. ok. Voilà. Et c'est un équipement qui coûte cher ou...
Bah, comme tout sport d'eau, ouais, ça coûte un petit peu cher, mais on va dire qu'on peut s'équiper à 100% pour faire de la chasse sous-marine avec les moyens de sécurité adaptés pour 3 ou 400 euros. D'accord. Ah oui, quand même. Ok. Quand même, quand même. Donc, tu as intérêt de pêcher du bar derrière pour rentabiliser Ouais, faut rentabiliser, ouais, effectivement. l'équipement. Il y a une deuxième, on va dire un deuxième sujet sur lequel je voulais te questionner. C'était à propos de votre association que vous avez créée avec des amis à toi qui s'appelle Sybiose. Moi, Ouais. c'est du coup via cette association que je t'ai connue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet asso? Ouais. Bah, Cibio, c'est une association qu'on a montée il y a 1 an maintenant, pendant le premier confinement du Covid-19. Et bah, en fait, on est une dizaine de jeunes, dont la majorité sont issus d'études de biologie marine, à rentrer sur le marché du travail à peu près en septembre 2019 et à avoir pour volonté, en tout cas pour cause qui nous rassemble, la protection de l'environnement et surtout les milieux marins, littoraux et les zones humides, qui sont les trois milieux bah, comment on Aquatique? va, Mm. ah ouais, voilà, tout à fait, aquatique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de recherches qui étaient menées par les bureaux d'études pour analyser, pour quantifier les poissons, pour faire des analyses de plastique, pour faire bah, plein de choses qui montrent aujourd'hui bah, l'état des océans et malheureusement bah, le mauvais état dans lequel il est. Mais finalement, très peu de supports qui permettent à nous tous, à enfants, enfin, personnes qui ne sommes pas dans le milieu, de comprendre ces analyses et du coup, pas de moyens de les retranscrire. Et en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment faire une passerelle entre bah, ces scientifiques et les enfants, les écoles, les entreprises pour venir à la fois bah, vulgariser, faire de la vulgarisation scientifique sur ces trois sujets, les trois milieux aquatiques, et de la sensibilisation marine, notamment pour les enfants en particulier. Ok, génial. Et avec ce projet-là, du coup, c'est un projet qui est sur la France uniquement? Hmm. On est basé sur la France et sur les dom-toms aujourd'hui. On a différents projets qu'on commence à mettre en place. On en a un qui est très intéressant d'ailleurs avec l'OBSCAT, c'est l'Observatoire de la côte sableuse de Catalogne, où en fait il y a des relevés scientifiques qui vont être faits pour analyser le taux de plastique sur la côte sableuse Catalogne française et aussi la dégradation du littoral et afin d'analyser la montée des eaux, les répercussions que ça va avoir sur le littoral. Et pendant ces relevés scientifiques, nous, notre objectif, ça va aller d'aller sensibiliser les gens qui sont présents sur la plage à ces pratiques-là et deuxièmement, de réaliser une vidéo de sensibilisation qui sera disponible sur le site de l'Obscat et qu'on pourra diffuser ensuite à des écoles, là où on fera des interventions auprès des enfants. Ok, génial. Parce que moi, j'adore vous suivre sur Instagram. Vous avez toutes les semaines un petit quiz sur la mer Ouais, qui est vraiment pas facile. Et à chaque fois, je me gourre sur les réponses, mais c'est trop intéressant. Toutes les questions que vous avez sont vraiment pertinentes et formatrices pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à ce qui se passe sur les océans. ouais, J'entends beaucoup dire, ouais, alors déjà, a priori, il y a peu, en fait, j'entends souvent dire que le monde marin, c'est un monde qu'on ne connaît pas encore énormément. On connaît mieux ouais. l'espace que les fonds marins. Donc, je Mm. pense qu'il y a peut-être déjà un manque d'études scientifiques. Ouais, Et c'est vrai que sur les études scientifiques qui existent, c'est toujours un vocabulaire, en effet, peut-être un peu compliqué tu dis les enfants, mais je me dis même pour nous, même, tu vois, qui sommes des allez, grands tout à enfants, fait. Ouais, tout à fait. qui sommes pas voilà, biologistes ou scientifiques, ça peut être compliqué. Et toi, tu as des études de biologie marine, du coup? Tu as fait tes études là-dedans? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Non, moi, je viens du commerce. Ouais, J'ai fait des études de commerce et je travaille dans les économies d'énergie dans les industries. d'accord. Et en fait, c'est aussi un volet qu'on aimerait intégrer à Cibio, c'est d'aller sensibiliser, donc pour le coup, non plus les enfants, mais les entreprises, et les entreprises qui sont classées Céveso, donc hautement dangereuses pour l'environnement, et d'éviter des désastres comme il y a très souvent sur des projections de produits super dangereux qui vont abîmer l'environnement pour toujours. Et on aimerait apporter cette sensibilisation-là auprès des sociétés.
Ok. Donc, du coup, créer Cibio, c'est peut-être un moyen pour toi d'avoir un impact un peu plus grand dans un domaine Qui me qui passionne. t'importe, quoi, qui te passionne et Ouais, qui ouais, t'importe, ouais. ouais, tout à fait, tout à fait. Génial, trop bien. Et c'est quoi les next steps, du coup, pour Sibio? Là, les next steps, c'est on est présent dans les dom-toms à Mayotte, La Réunion et la Guadeloupe. D'accord. On a différents membres de l'association qui ont intégré les associations locales. Mhm. Donc en fait, on est en train de mettre des collaborations en place, notamment avec l'association qui lutte un petit peu pour la protection des requins, en tout cas pour la sensibilisation des requins à La Réunion, où c'est vrai qu'il y a énormément de requins et pour un bon nombre de la population, c'est un problème. Et on va par exemple les aider à créer des supports pour sensibiliser les gens à reconnaître les requins, à savoir faire attention quand il faut y aller, quand il ne faut pas y aller. Et concrètement, on aimerait bien aujourd'hui pouvoir aller dans les classes. On avait une idée de faire un écolanta. Génial. C'était le bon truc du moment et on recherche d'ailleurs une personne de koh pour faire plaisir aux enfants. C'est vrai. Et ouais, on s'est dit Je... autant allier l'utile à l'agréable. Et Génial. J'ai on peut-être un espère contact pouvoir. pour ça. C'est vrai? Yes. Ah bah je veux bien. Et- Mais non, voilà, les next steps, c'est vraiment de continuer un petit peu sur la lancée. Là, on est sur les prémices, la création quand même de cet asso qui est encore jeune, qui a 1 an. Mais on a vraiment envie de prendre part à tout cet écosystème et de le protéger et de le sensibiliser. En fait, on pense que c'est en sensibilisant les gens à son état d'aujourd'hui qu'on réussira à le protéger par les actions communes et individuelles de chacun. C'est clair. Et tu parles beaucoup des enfants aussi. Tu penses à... C'est vrai que moi, quand je me souviens, tu vois, des cours que j'avais au primaire ou même Mhm. après collège, lycée, on n'a jamais parlé d'écologie ou quoi. Je ne sais Ouais, pas si ouais. dans les programmes actuels, c'est abordé, j'ose espérer. Mais c'est ça aussi votre idée, en fait, c'est d'aller apporter un peu cette connaissance et cette sensibilité aux gamins. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'ils aient un petit peu la fibre et qu'ils arrivent à consommer responsable le plus tôt possible, à se rendre compte de ce qui se passe et à eux aussi, ils ont le droit de donner leur avis. Et bon, on n'est pas encore trop vieux tous les deux, donc on fait encore partie du monde de demain, mais c'est les enfants aussi qui feront, qui feront le taf. Et nous, on l'amorce, je pense, on est une génération pour qui on se rend compte de beaucoup de choses, on essaye de prendre les choses à bras le corps. Mais je pense que c'est pas un combat qu'on gagnera comme ça et que ça va. C'est plus un changement de mentalité sur le fait qu'on va devoir changer nos façons de faire et être dans le respect de ce qui nous entoure, des êtres vivants. Complètement. Et ouais, je pense que ça va être un changement qui s'annonce, je dirais pas Long. compliqué, mais assez long. C'est clair. Et les enfants, quand tu leur parles de tout ça, ils réagissent comment? Ils captent, ils se rendent compte qu'il y a un problème, ou alors ils se disent: «Mais de quoi il me parle?» Bah ouais, non, ils s'en rendent compte parce que il suffit de leur montrer des images de tortues Mmh. qui pensent manger des méduses et qui mangent du plastique. Enfin, c'est malheureux. Il y a des images qui sont parlantes et même les enfants arrivent à s'en rendre compte aujourd'hui. Ils- C'est vrai. Quand on va boire un verre d'eau, on mange du plastique, tout le monde mange du plastique aujourd'hui. C'est quand même très malheureux, quoi. C'est clair. Donc tu penses que c'est par l'image aussi qu'on peut montrer justement, enfin, sensibiliser les gens à tout ce qui se passe, à défaut Ouais. d'aller plonger et à tous les gens qui aimeraient essayer la chasse, j'allais dire la plongée, mais pour toi plutôt la chasse sous-marine, qu'est-ce que tu as envie de Ouais. leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire enfin, le secret, c'est d'aller dans l'eau, juste de Mm. respirer un grand coup, mettre un masque, prendre un tuba, partir même sans combinaison, on n'en a pas forcément besoin. En Bretagne, un peu Et quand même, hein. en gros, ouais, bon, après, voilà, c'est une accoutumance. Mais en ce moment, il faut une combinaison, clairement. Mais non, mais juste d'ouvrir les yeux et de regarder à quel point c'est magnifique, en fait. C'est clairement un autre monde dans notre monde. Et non, il faut y aller, il faut observer, il faut juste se laisser porter par l'eau et je pense que ça suffira à en combler beaucoup. C'est clair. Bah Mm. écoute, Pierre, je te remercie pour cet échange. C'était trop cool.
Bah, merci à Bonne toi, Audrey, chance, ça m'a fait plaisir. continue d'aller chercher du bar pour toute ta famille et pour les potes qui attendent ça, je crois, avec impatience ce soir. Ouais, ouais, Et carrément. bonne chance avec Tibiose aussi. Ouais, bah écoute, on va faire avancer les choses. En tout cas, on va y mettre tout notre cœur. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Trop bien. On peut vous suivre sur Instagram notamment? Ouais, Je crois que vous avez un site en construction aussi? on a un site en construction, ouais, tout à fait, qui sera effectif d'ici un mois ou 2 mois, donc en janvier 2021, Ça marche. sur lequel on postera un petit peu toutes les actions qu'on est en train de mettre, à place et tous les acteurs avec qui on travaille. Voilà. Nickel. Bah, écoute, merci beaucoup, Pierre. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt!